tombe sur le trottoir, si tu veux. Et là, il y a un garde du corps de Pauline Marois qui arrive et qui me pointe son arme dessus. Puis j'ai dit, c'est juste moi, c'est juste moi. Bonjour à tous. Alors, on a une super bonne nouvelle à vous annoncer. Si vous aimez ce qu'on fait, si vous voulez accéder aux épisodes d'avance et sans publicité, descendez un tout petit peu votre souris. Vous allez voir à côté d'Il reste du monde l'option se joindre, rejoindre. Vous pesez là-dessus et vous allez voir que pour une modique somme mensuelle, vous allez pouvoir visionner les épisodes dès qu'ils sont rendus disponibles. Sinon, eh bien, soyez patients et vous allez avoir les épisodes comme ça à chaque mardi. On se dit à la semaine prochaine et surtout, bon épisode. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de d'Il reste du monde, un balado dans lequel on parle de politique, d'affaires publiques, de grands enjeux de société. Dans les dernières semaines, on a rencontré qui? On a rencontré Amir Kadir, Sophie Durocher est venue, on a eu la visite de politiciens, on pense à Gilles Duceppe, à Maxime Bernier. Et moi, quand j'anime à Cube en remplacement, des fois, je trouve, surtout l'été, que ça prend un petit peu d'air à un moment donné. Il faut respirer. Et moi, je vais lui rendre une fleur, je vais lui lancer une fleur. Mais mon prochain invité, à chaque fois que je le voyais sur ma feuille de route, je me disais, je le veux dans le show parce que ça va me donner l'occasion de respirer. Maxime Delan, bonjour. C'est gentil, c'est trop gentil. Mais c'est vrai. Journaliste de faits divers à l'agence QMI, tu couvres des affaires... extraordinairement morbide des fois, des trucs vraiment gore, là. Mais pourtant, tu rentres dans une pièce, puis tous les gens qui travaillent avec toi, puis avec moi aussi, le disent, ça fait du bien quand Maxime Delan arrive. T'es fin. Fait que là, on va te mettre comme au 10e, 11e épisode, là, puis ça va faire du bien. Il y a du monde qui vont se dire, comme coudonc, c'est du sérieux. Puis un gars de bonne humeur avec le sourire qui vient de parler de mort puis de crime organisé, c'est pas tout le temps le fun, mais non, t'as raison. J'essaie, moi, de... Tu sais, quand j'arrive au bureau à Cube, par exemple, parce que je fais aussi des chroniques quotidiennes à Cube, je rentre là. Je pense que la raison pour laquelle je suis de bonne humeur comme ça, c'est que j'adore mon travail. J'adore vraiment ça, puis je le dis pas, tu sais, juste pour bien paraître. J'aime vraiment ça. Puis tu sais, je fais des chroniques, je le disais, quotidiennes à Cube avec Benoît Dutrisac, puis je trouve que Benoît a trouvé les bons mots pour me décrire. Il dit, t'as transformé une obsession malsaine en profession. Puis c'est un peu ça. Ben oui. C'est un peu ça parce que avant tout, tu sais, je suis super curieux de tout ce qui a rapport aux services d'urgence, aux scènes de crime et tout ça. Fait que pour moi, tu sais, la job que je fais me va vraiment comme un gant. C'est important de dire, tu sais, je fais les photos aussi. Fait que je suis journaliste, photographe, puis probablement le seul, à moins que je me trompe, là, mais je suis probablement le seul au Québec à faire les deux, aussi bien un que l'autre, parce qu'on m'a aussi déjà envoyé couvrir des campagnes électorales juste en photo. Parfois, j'écris seulement que des textes, puis la plupart du temps, je fais les deux. Mais également, j'écoute les ondes, pardon, j'écoute les ondes, on dit les ondes de police, mais depuis à peu près 2013-2014, les services de police ont coupé, les ondes sont rendues cryptées, donc on n'est plus capable de les écouter avec des bons vieux scanners de police. Mais on peut quand même pogner les ambulanciers, les pompiers. On essaie de s'y retrouver là-dedans, mais moi, je passe ma journée complète dans mon véhicule. Oui, c'est ça. C'est quoi que tu fais exactement? Tu te lèves le matin, tu as ta voiture, tu t'en vas te stationner quelque part puis t'attends? Je me stationne à un endroit que je dirais pas parce que je veux pas être retrouvé. Mais je me stationne dans un coin un petit peu perdu à Montréal, mais dans un secteur chaud. Ça fait à peu près 10 ans que je me stationne au même endroit. Et là, quand mon chiffre commence, je me mets mes écouteurs, je commence à écouter les ondes des services d'urgence. Fait que parfois, mes histoires vont venir de ce que j'entends, des accidents graves, des carambolages, des gens poignardés, des choses comme ça, des incendies. Mais la grande majorité de mes histoires, je te dirais, viennent de sources. C'est diversifié. Ça peut être des sources policières, ça peut être des ambulanciers, des gens qui ne sont pas autorisés à parler aux médias de façon générale. Donc, des ambulanciers, des pompiers, des policiers, des agents carcéraux, des gens du MTQ, des gens qui travaillent des fois dans des écoles, des professeurs, des gens au gouvernement, des porte-paroles. Ça vient d'un peu partout. Et je suis dans mon véhicule, puis je travaille ces histoires-là
à la journée longue. Mais attends une minute, là, parce que je veux vraiment... Puis il y a plein de gens qui se posent des questions, c'est sûr. Là. Commençons avec les ondes. Là. Ça, c'est-tu légal d'écouter ça? Oui. Du moment que c'est pas... tu t'en sers pas à des fins criminelles, ouais. Il n'y a pas de problème. Il y a plusieurs... On appelle ça des patrouilleurs. Moi, officiellement, je suis comme un patrouilleur. Il y a beaucoup d'histoires qui partent de ce que j'entends. Alors, moi, une fois que j'ai ces informations-là, on marche avec un système d'alerte par courriel. J'envoie une alerte et là, mes collègues à TVA, mes collègues au Journal de Montréal, souvent embarquent sur l'histoire en même temps que moi. Et là, on fait développer l'histoire pendant toute la journée. Mais il y a d'autres médias qui ont également des patrouilleurs qui écoutent les ondes. Mais je suis convaincu, la raison pour laquelle les ondes sont cryptées maintenant, je pense qu'il y a un petit peu beaucoup... c'est un peu beaucoup parce qu'il y avait des criminels qui les écoutaient. Oui, puis là, mettons, t'entends, écoute, une histoire d'horreur, mais que t'as déjà entendu, là. On vient de trouver des corps d'enfants qui ont été poignardés. Mm-hmm. Toi, tu t'en aller directement sur les lieux parce que là, t'as comme ton instinct te dit il y a une nouvelle. Là, je m'en vais là tout de suite. Mais je te donne un exemple quand même assez récent. Des triples meurtres, il y en a assez rarement à Montréal. Dans le quartier Rosemont, il y a un jeune... son nom m'échappe, là, il va me revenir, mais sur les ondes, ce qu'on entend, c'est qu'on a 3 patients, on a 3 personnes en 1099. 1099, c'est le code utilisé par les premiers répondants, les pompiers, pour dire une personne en arrêt cardio-respiratoire. Je ne sais pas encore qu'est-ce qui s'est passé, mais je sais qu'il y a 3 personnes en arrêt cardio-respiratoire. Alors, tout de suite, je me mets en direction parce que s'il y a 3 morts, il s'est passé quelque chose. Ben oui. Et là, c'est... Pendant que je me mets en direction de l'adresse qu'ils ont donnée sur les ondes, là, je me mets sur le téléphone. J'appelle des contacts, des policiers qui travaillent dans ce secteur-là. Et là, ce qu'on me dit, c'est, oui, 3 morts, 3 personnes poignardées. Et là, à mesure que le temps passe, les informations entrent. Là, moi, j'arrive sur place. Ma première job, c'est de prendre des photos rapidement. Je prends des photos, je retourne dans ma voiture, puis j'écris très, très, très rapidement un premier texte. Ensuite, je redébarque de ma voiture, je retourne voir et là, on peut parler à des voisins, on peut parler à du monde, on peut appeler des sources encore pour en savoir davantage. Et là, ultimement, l'histoire se précise. Ben là, c'est un jeune homme qui aurait poignardé à mort sa mère, son père, sa grand-mère. Et là, au travers de ça, il y a des gens qui ont filmé qui ont filmé la scène en passant devant. Et là, les images se retrouvent sur les réseaux sociaux. Des images, c'est absolument épouvantable. Mais l'histoire se construit au fur et à mesure que la journée passe, mais c'est un exemple concret de ce que je peux faire. Tu as parlé de sources. Moi, ça m'a toujours aussi intrigué. Tu te dis, il y a des policiers là-dedans, il y a des citoyens, des kidams, vraiment des gens là, qui œuvrent dans toutes sortes de domaines de la société. Il y a des criminels également. Oui. Pourquoi ces gens-là veulent parler avec un journaliste? Je savais que cette question-là s'en venait. J'aimerais ça dire pour telle raison. Ouais. Tu sais, j'ai quand même beaucoup de policiers, mettons. Je connais pas mal, je connais un policier. Mettons, à Montréal, je connais plusieurs policiers, plusieurs patrouilleurs. Quand il se passe quelque chose dans leur secteur, j'envoie un petit message, je leur donne un petit coup de fil. Mais dans différents corps de police de la province, je connais quand même pas mal de policiers. Des ambulanciers, peut-être un peu moins, des pompiers un peu, mais tout le monde me demande cette question-là tout le temps. Pourquoi ils te donnent des informations? La réponse, je le sais pas. Parce que on s'entend bien, parce que avant toute chose, avant de me fournir des informations, c'est des gens avec qui je m'entends bien. On est des atomes crochus, mais des fois, on appelle juste pour jaser, puis pour tout dire, on pense des fois, il y a des sources policières. Il faut les entretenir, ces sources-là. Puis ça prend plus de temps, des fois, quasiment que la job. Parce que le soir, des fois, il y en a un qui va m'appeler. Tu n'as pas nécessairement envie d'y parler, mais tu prends le temps parce que dans 2 mois, dans 2 semaines, il va peut-être être utile pour toi. Fait que on appelle ça entretenir ses sources. D'ailleurs, excuse-moi de t'interrompre, mais Félix Séguin, dans le film documentaire, là, qui avait fait la série documentaire là, sur, je pense que c'était un film documentaire sur Scopa, il disait qu'effectivement, à un moment donné, entretenir, ça veut dire littéralement de répondre au téléphone, le gars, il veut jaser. Puis toi, ça ne te tente pas de jaser. Tu as ta famille, tu as tes amis. Puis des fois, il y a du monde, j'imagine, qui deviennent quasiment lourds. Là. Oui, mais comme je te dis, des fois, ceux-là, je les tasse un petit peu. Mais j'ai mes préférés. J'ai mes préférés qui sont au courant de
tout. Puis tu sais, le milieu de l'urgence, quand il se passe quelque chose, tu sais, je te donne un exemple qui est quand même assez récent. Il y a 2 semaines, il y a un policier de Laval qui est allé rencontrer, parce qu'officiellement, il est arrêté, pas encore accusé, donc je vais y aller au conditionnel, qui serait allé rencontrer un adolescent de 15 ans dans un parc à Châteauguay, dans le but, bon, on présume, d'avoir des relations sexuelles avec lui. Donc, un policier arrêté pour une affaire de porno juvénile ou qui est coincé par des chasseurs de pédophiles. La nouvelle s'est répandue comme ça. J'ai téléphoné à un policier. J'avais juste le prénom du policier. J'ai dit, c'est quoi son nom de famille? Il savait même pas de quoi je parlais. Il me donnait son nom de famille. Le milieu de l'urgence, c'est un petit milieu. Tout le monde se parle. Les nouvelles se transmettent vite. Il y a beaucoup de groupes privés de policiers sur les réseaux sociaux, là, par exemple sur Messenger, des groupes de policiers qui vont parler de toutes sortes d'histoires. Puis à un moment donné, il y en a un dans la gang qui est une de mes sources puis qui me donne l'info. Mais tu sais, je te pose la question puis il me vient à l'esprit une réponse parce que de toute façon, tu me dis j'en ai pas. Fait qu'il faut que je continue de chercher. Tu sais, un policier, peut-être que ou alors un ambulancier ou quelqu'un qui travaille dans des milieux d'intervention, peut-être qu'il veut contrôler aussi la nouvelle. C'est-à-dire que, tu sais, s'il sait que Maxime Delan, il creuse, Maxime Delan, il travaille sur quelque chose, peut-être que le policier il se dit, regarde, anyway, Maxime Delan est au courant. Ouais. Donc, aussi bien donner de l'information qui nous fait pas forcément bien passer si on est pour mal passer, mais on va donner une version. Mais un criminel, ça m'échappe toujours. Ça, tu sais, il me vient juste le soupçon de retourner sa veste. Puis j'imagine que c'est plus complexe que ça. Mais tu sais, il y en a un à qui je parle très souvent, que lui, la raison pour laquelle il me parle, c'est qu'il adore ma job. Il adore ce que je fais. Il trouve ça cool ce que je fais. Mais tu sais, à un moment donné, j'ai déjà été... je peux en parler. Moi, j'ai déjà été invité à regarder le Super Bowl avec un très haut placé du crime organisé montréalais. Très haut placé. Mort aujourd'hui. Non, pas lui. Pas lui, OK. Non, pas lui. Mais il y a quelqu'un qui est mort aujourd'hui qui m'a été présenté lors de cette soirée-là. Mais tu sais, comment t'en viens à ça? Il y a quelqu'un qui connaît très bien cette personne-là et moi, je connais ce quelqu'un-là qui me dit « Hey, viens donc écouter le Super Bowl avec nous autres. Là, c'est une petite place là, juste à nous autres. » On m'envoie l'adresse. C'est un bar sur Saint-Laurent. On est un soir de Super Bowl. Une petite place à nous autres. J'arrive là. Le bar est fermé à tout le monde. Le bar est réservé à nous. Puis quand je dis nous, on est 8, 10. Donc, il y a le haut dirigeant du crime organisé qui m'est présenté, que j'avais déjà vu une fois avant, mais là, c'était comme officiel. Moi, à ce moment-là, on est autour de 2013-2014. J'ai du métier, mais pas tant que ça. Puis t'es jeune, là. Tu dois être dans trentaine dans ce temps-là? Vingtaine? Fin vingtaine. Fin vingtaine. Fait que lui, il a sa garde rapprochée et il y a des filles. Toujours des filles. Ouais. Et sur la table, plein d'argent liquide. Des 50, des 100, des 20. Étalé sur la table, comme ça. On peut fumer en dedans. On a le bar à nous autres seuls. Et à un moment donné, pendant la soirée, il y a un gars qui arrive. Son visage m'est familier un peu. Maxime, je te présente Greg, Maxime. Et là, j'ai serré la main de Grégory Woolley. Et à l'époque, j'étais un journaliste. Je veux dire, je couvre un peu le crime organisé, mais pas tant que ça. Et là, aujourd'hui, quand, tu sais, avec les années qui ont passé, l'expérience que j'ai acquise, je serrais la main de Grégory Woolley, moi. Grégory Woolley, qui est un caïd qui a été assassiné l'année en 2023, novembre 2023, en quittant un CLSC à Saint-Jean-sur-Richelieu sous les yeux de sa conjointe et de sa petite fille d'à peine 3 jours. Naissante, là, ouais. Tu sais, puis Grégory Woolley, c'est un des noms, un des acteurs du crime organisé les plus connus, tu sais, des dernières décennies. Grégory Woolley, ça fait longtemps là, qu'il était dans le milieu interlope. On remonte à l'époque de la guerre des motards. Grégory Woolley faisait partie des Rockers. Il faut savoir que Grégory Woolley n'aurait jamais eu
ses patchs des Hells Angels parce qu'il était noir. Puis selon un des règlements officiels des Hells Angels, il n'y aura jamais de noir au sein des Hells Angels. Donc, mais Grégory Woolley est ce qui s'est approché le plus proche, peut-être, des Hells, peut-être à part Célestin, là, c'est Jean-Philippe Célestin ces derniers temps, mais Grégory Woolley, à l'époque de la guerre des motards, il faisait partie des Rockers. Il était membre des Rockers. Et au sein des Rockers, qui était un club école des Hells, il y avait l'équipe de football et l'équipe de baseball. L'équipe de baseball, chez les Rockers, c'était ceux qui allaient casser des jambes. L'équipe de football, c'est ceux qui allaient tuer. Et Grégory faisait partie de l'équipe de football. Donc, Grégory Woolley, il en a tué du monde. Il en a tué du monde et aujourd'hui, bon, il n'est plus là, sauf que présentement, il y a la plus grosse enquête criminelle au Canada en lien avec les révélations du tueur à gages Frédéric Silva, va mener probablement d'ici la fin de l'année à des arrestations. Et Grégory Woolley aurait été arrêté dans cette méga frappe policière-là qui va avoir lieu, prochainement. Puis on dit d'ailleurs que c'est peut-être pour ça qu'il s'est fait assassiner. C'est une théorie, en tout cas, c'est que peut-être que les gens qui savaient que lui savait des choses voulaient éviter qu'il se fasse arrêter. Et parce qu'il venait de sortir de prison, il venait de devenir père, donc on se disait peut-être qu'il va être fragile devant les policiers. C'est un gars qui avait quand même la réputation de ne pas vraiment parler non plus, là, mais on ne voulait pas prendre de chance. Là. Dis-toi, c'est une théorie. En partant les noms les plus connus ou quand tu es en haut de la hiérarchie au sein du crime organisé, tu ne parles pas. Il suffit d'aller faire des recherches là, sur Internet. Allez voir, par exemple, l'interrogatoire de Leonardo Rizzuto qui avait été arrêté. Il ne dit rien. Ces gens-là ne disent rien. C'est pour ça que quand un gars comme Frédéric Silva, qui a commis ou donné en sous-traitance, si on veut, donné des contrats pour une 60aine de meurtres au Québec, quand un gars aussi pesant que ça dans le crime organisé décide de retourner sa veste puis parler aux policiers, c'est une bombe atomique au sein du crime organisé. Littéralement. Présentement, au moment où on se parle, c'est pas pour rien que les dirigeants du crime organisé québécois ne sortent plus, se rencontrent plus. Parce qu'ils savent, là, présentement, leurs jours sont comptés avant de se retrouver en prison. Mais c'est fascinant comme milieu, sauf que, tu sais, moi, je peux compter sur des collègues comme Félix Séguin et Éric Thibault. Éric Thibault qui est littéralement une bible par rapport aux Hells Angels, par rapport à la mafia italienne aussi. Parce que je suis pas le plus grand spécialiste du crime organisé. Je suis pas pire dans tout, mais excellent dans rien. C'est une bonne moyenne. Ouais, ben, c'est que moi, je suis comme au baseball. Je ramène ça au baseball. J'étais un grand joueur de baseball. Grand. Fait que tu cassais des jambes, c'est ça? Non. Non, mais moi, je suis comme, tu peux me placer à toutes les positions, puis je vais faire la job partout. Tu sais, je suis très critique du travail que je fais. Je te dirai jamais je suis bon. Chaque fois que je fais quelque chose, je me dis tout le temps que c'est de la merde. Il faut que je fasse mieux. Toujours. Puis tu sais, on parlait au début pourquoi j'étais de bonne humeur. Moi, littéralement, là, avant même de te dire ça, quand j'étais plus jeune, mon rêve, tu sais, ils te demandent des fois à l'école, c'est quoi ton rêve? Mon rêve, ça a toujours été de me coucher le soir en ayant hâte d'aller travailler le lendemain et de travailler et d'avoir hâte de revenir à la maison pour la vie familiale et tout ça. Puis à 41 ans, je peux dire que j'ai réussi parce que ça fait... moi, j'ai commencé à être journaliste à 20 ans en sortant de l'université. Ça fait 21 ans que je suis journaliste, mais 15-16 ans uniquement aux faits divers. Puis faits divers qui ont souvent été ridiculisés. Ben oui, on dit les chiens écrasés. Moi, les chiens écrasés. C'est correct. C'est correct. J'adore ça. Mais non, mais c'est ça que les gens savent pas, là, puis c'est pour ça que je voulais que tu viennes t'asseoir devant moi, c'est que c'est comme une insulte. Il y a du monde qui disent même, bon, il est encore au fait divers, ça progresse pas. Mais moi, les journalistes de faits divers que je connais, il y a toi, que je te sais passionné par ton travail, puis tu viens de me le redire. Puis, tu sais, il y a un gars comme Yves Poirier, moi, on m'a dit, ce gars-là, il est super heureux dans sa job. Tu sais, même s'il a encore à son âge, c'est lui qui s'en va au palais de justice, puis qui suit les gens qui sont là. Non, mais il aime sa job, il aime ça. Il aime sa job. Puis, moi, Yves, là, parle-moi en mal de lui, je vais toujours prendre sa défense. Toujours. Parce que Yves fait des choses
que les autres voudraient faire, mais qui n'osent pas. Tu sais, par exemple, sais-tu quand André Boisclair, l'ancien chef du PQ, André Boisclair, marchait vers le palais de justice pour une affaire d'agression sexuelle, je me souviens pas trop, puis j'ai mon Yves Poirier dans la tête. Monsieur Boisclair, c'est le gars qui va faire ça, puis il y en a plein d'autres qui... Ils vont utiliser, si Boisclair lui répond quelque chose, tous les autres médias vont utiliser ce qu'il a dit. Mais personne ne veut le faire. C'est vrai, ça. Il va au bat. Ah, puis Yves, je pense c'est on dit newsgetter, c'est qui trouve de la nouvelle. Je pense que c'est le meilleur. Tu sais, encore ce matin, il m'a texté, il m'a dit hey, c'est tranquille de mon bord. Si jamais t'as quelque chose de bon, fais-moi signe. Parfait, mon Yves. Finalement, il ne s'est rien passé d'extraordinaire, mais je suis sûr qu'aujourd'hui, je n'écoute pas LCN, mais qui est arrivé avec 2-3 histoires différentes. Ben oui. Yves, là, c'est quand il va partir, éventuellement, il va partir à la retraite, mais ça va laisser un vide, un gros vide au sein de l'univers médiatique québécois. Vraiment. Avant qu'on entre dans des affaires précisément, tu sais, des précises que tu as vécues puis que tu as suivies, moi, il y a une question que je me pose souvent à propos des faits divers. Tu sais, ça fascine les gens. Oui. Tu sais, c'est ça elle est là, l'hypocrisie d'ailleurs, parce qu'on va se moquer d'un journaliste qui fait ce travail-là. Mm-hmm. On va mettre ça pas du tout sur le même piédestal qu'un journaliste qui fait des affaires économiques ou qui fait, un journaliste qui suit, par exemple, les activités de la Chambre des communes ou de l'Assemblée nationale. Mais pas mal sûr que même moi, là, puis ceux qui sont passionnés par la politique, on tripe sur les faits divers. Tout le monde tripe là-dessus. Ça. Arrêtez. Tous ceux qui disent c'est les chiens écrasés. Hey, ça me passe 6 pieds par-dessus la tête pour vrai que tu dises ça. Puis je vais te donner un exemple super concret qui va te montrer que les gens aiment ça. Un accident mineur là, sur l'autoroute, deux chars qui s'accrochent, puis de la tôle froissée un peu. Évidemment, il y a de la congestion derrière ces voitures-là parce que ça bloque des voies. Regarde en sens inverse. Et les voitures qui circulent dans l'autre direction. Pourquoi il y a de la congestion? Parce que tu as des automobilistes qui ils veulent voir ce qui se passe. Puis, combien de scènes de crime, Rémi, j'ai faites où des gens sont en voiture, ils traversent l'intersection, puis là, il y a le ruban de police, puis tout ça. Puis là, ils sortent le bras par la fenêtre avec leur téléphone pour prendre les voitures de police en photo. Venez pas me dire que vous aimez pas ça. Venez pas me dire... Tu sais, les faits divers, puis qu'on se comprenne bien, là, moi, en aucun cas, je vais dire que je réinvente quoi que ce soit. Je prétends pas. Tu sais, il y en a qui couvrent la politique. Je trouve que c'est un journalisme sérieux. Tu sais, ce que je fais, c'est sérieux aussi. Mais qui font changer des choses ou tu sais, qui rapportent des trucs qui ont du poids au sein de la société. Sauf que, moi, c'est sûr, des fois, là, regarde, j'aurais couvert un face-à-face sur la route 158 à Sainte-Sophie. Face-à-face mortel. Sauf que, des fois, moi, j'essaie de pousser un petit peu plus loin. Et la 158, c'est la route de la mort. Et depuis, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, depuis 2022, c'est le 9e accident mortel sur ce tronçon-là. Ah ben, regardons, après, 1 an plus tard, ben là, le ministère des Transports va annoncer un élargissement. Les féminicides, on va en parler peut-être tantôt des féminicides. Le truc des bracelets électroniques pour les conjoints violents. J'ai-tu participé à quelque sorte à cette décision-là par le biais des articles que j'ai écrits là-dessus? Peut-être. Moi, je pense que oui. La violence armée. Tu sais, moi, je me tiens beaucoup de listes. La liste des femmes assassinées au Québec, la liste des meurtres, la liste des poignardés, la liste de... et à un moment donné, je tenais une liste des fusillades. Puis je me souviens, c'était en 2021 ou 2022, je pense pendant le mois de mars, il y avait eu une affaire comme 19 fusillades en 30 jours. Tu sais, c'est beaucoup, là. Fait que le fait de prendre un événement et de l'amener dans la sphère publique aux yeux de tous, des fois, ça met de la pression sur une administration. Dans ce cas-ci, on parle de l'administration de Valérie Plante. Ça met de la pression sur le SPVM parce que plus les gens lisent ça, plus les gens voient ce qui se passe, plus les gens réagissent, plus ça fait bouger les choses. Fait que, oui, je dois avoir écrit 1000 textes qui n'ont eu aucun impact sur rien. Ça arrive.
Mais il y a des sujets sur lesquels j'écris que je suis convaincu qu'ils ont fait bouger certaines choses. Ah, puis moi, je suis convaincu aussi. Puis, tu sais, je veux dire, tu donnes des exemples qui sont convaincants. Là. Je veux dire, sur la question des féminicides, c'est évident. Là, la loi a changé. Ils changent les lois pour faire en sorte que c'est plus facile de porter plainte, qu'il y a plus de lignes d'écoute. La création d'un tribunal spécialisé. C'est un très bon exemple. Tu sais, puis, sur la question des faits divers, moi, j'essaie de comprendre aussi, en t'écoutant, pourquoi ça nous fascine tant que ça. Puis j'ai l'impression que c'est ce qu'il y a de plus humain aussi. Tu prends par exemple la politique, il y a des questions politiques qui sont très québécoises ou qui sont très canadiennes. Puis ça se transpose mal ailleurs. La protection du français, c'est pas dans toutes les sociétés du monde qu'on parle de protection du français. Mais les faits divers, là, un mari qui tue sa femme, du monde qui se pique dans une ruelle, des gangs de rue, ça, là, t'as ça dans n'importe quelle société. Fait que c'est comme le niveau de journalisme le plus humain. Ouais. Puis moi, tu sais, je te dis, ma grande passion pour les faits divers, le game changer, si tu veux, dans tout ça, moi, j'avais 13 ans, je crois. Fait qu'on remonte à 1996. C'est de là que tout est parti. T'sais, déjà, je lisais dans le Journal de Montréal, je lisais les faits divers, puis bon, j'étais un petit peu intéressé à ça, mais moi, à l'époque, j'avais 13 ans, j'étais camelot pour la presse. Je distribuais le journal et je me souviens encore, j'arrive sur la rue Chaussée à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et là, la rue est fermée, je ne peux pas aller livrer mon journal. Et les cerises de police, puis là, je passe, je ne sais pas ce qui se passe. Et là, à un moment donné, j'apprends qu'il y a eu un meurtre d'une femme. Et ce qu'on ne savait pas à l'époque, c'est que cette maison-là, qui était c'était gardé secret parce que c'était un refuge pour femmes victimes de violences conjugales. Un refuge pour femmes battues. Et ce que j'ai appris, là, parce que l'histoire a évolué, c'est un monsieur qui est parti de chez est parti chez lui avec l'intention d'aller tuer sa femme. Comment il a réussi à trouver où c'est gardé secret d'habitude. C'est supposé être gardé secret. Il a mis le feu à sa maison en partant de chez lui et il est arrivé là-bas avec une arme de chasse. Il a défoncé la porte d'entrée. Puis on était en pleine nuit. Et il y a eu l'intervenante qui est arrivée en disant « Qu'est-ce que tu fais ici? » Puis il a dit, je ne me souviens pas son nom, appelons-la Ginette. « Hey, où Ginette? » La madame n'a pas répondu, puis là, il est monté en haut et il l'a tué avec une arme de chasse. Et il y a un des projectiles de l'arme qui a transpercé le mur et que de la rue, il était visible dans le revêtement extérieur. Il y avait un trou dans le revêtement extérieur de la maison. Et moi, petit cul de 13 ans, je vois ça, tu sais. Je t'en parle, j'ai des frissons. Ah oui. J'étais troublé, je pense que c'est de là que c'est parti. Mon obsession pour les faits divers, mais moi, j'ai tout le temps voulu être journaliste sportif. Mon rêve, moi, j'ai étudié à la Cité collégiale à Ottawa en journalisme et au terme de mes 2 ans de collège, il fallait se trouver un stage. Et moi, mon rêve, c'était de lire les nouvelles à RDS. Tu sais, Sport 30, le bulletin de sport. Moi, je voulais lire les nouvelles-là. C'était mon rêve. Puis... Fait que je dépose ma candidature. Ouais. Et il y a 3... On est 3 à être sélectionnés pour une entrevue. 2 de l'ATM, l'art et technologie des médias à Jonquière, et j'étais le seul d'Ottawa. On est 3. Je dis, ils en prennent 2. On est 3. Toujours bien 66% des chances. Si ça fonctionne de même, oui. Ah non, ça n'a pas fonctionné de même. J'ai pas été pris. Puis c'est drôle, hein, parce qu'à l'époque, j'ai 18 ans. Dans ma tête, ma carrière est finie. C'est fini. Je ferai jamais rien de bien. Puis... Et à l'époque, j'avais envoyé un courriel à Patrick Lagacé, qui était à l'époque jeune journaliste au Journal de Montréal. Puis ça, tu sais, j'en ai déjà reparlé des années plus tard, mais il avait pris le temps de prendre le téléphone. Il m'avait donné un coup de fil, puis on avait jasé un bon bout ensemble. Puis il m'avait dit « Hey, décourage-toi pas, puis garde, si j'étais toi, je ferais telle chose. » Puis, fait que merci, Pat, si t'écoutes ça. Mais tu sais, puis ça s'est fait naturellement. Tu sais, à un moment donné, j'ai changé de trajectoire. Je me suis aligné vers les faits divers, puis j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Puis au fil des années, ben tu sais, à mesure que tu écris là-dessus, ben tu as de plus en plus de contacts, de plus en plus de sources, puis tu as de plus en plus d'informations, puis tu aimes ça de plus en plus.
C'est une roue qui tourne. Que jamais... Moi, je me vois comme Claude Poirier faire ça jusqu'à ma retraite. Vraiment. Ouais, puis aujourd'hui, avec la technologie, c'est plus le même métier. Là. Tu peux recevoir des textos. Ouais. Tu peux appeler, évidemment, ça a toujours été possible. Mais tu peux... On dirait que j'imagine que tu es comme plus proche aussi, pas juste de l'information, mais des contacts. Un contact, ça se fait plus facilement, j'imagine. Oui, puis avec les réseaux sociaux, on le disait tantôt, les gens qui sont curieux, les gens qui mettent, les Facebook, par exemple, il y a tellement de nouvelles que j'ai trouvées sur Facebook. Tantôt, on en parlait avant que le podcast commence. Moi, j'écris sur des trucs tragiques, dramatiques chaque jour. Mais, puis ça, il y a plusieurs policiers qui sont au courant, si tu tombes sur une histoire qui fait pas de sens, là, tu m'appelles. Parce que moi, j'ai besoin de ça. D'écrire sur des histoires... Tu sais, t'as envie de te dire, ça s'invente pas de quoi, des peines même. Tu sais, je te donne un exemple. Là, quelques années, il y a un vol de banque à Joliette. Et le gars se présente là, il a un masque chirurgical sur le visage, et il rentre, puis il crie à tout le monde, tu sais, baissez-vous, baissez-vous. Et il donne une note à la caissière, l'employé de la banque, sur laquelle il est écrit Hold up, silence, beaucoup de cash. Et là, il trouve que les employés obtempèrent pas assez vite. Là, il baisse son masque, il commence à s'énerver, puis tu sais, il fait semblant d'avoir une arme là, dans son manteau. Puis là, il n'y a personne qui fait rien. Si les gens ne le prennent pas au sérieux, fait qu'il s'en va bien fâché. Et là, les policiers sont appelés sur place. L'employé leur donne le bout de papier sur lequel il est écrit la note de hold-up. Le policier, il prend la carte, il est arrivé de bord. Il y a un nom, homme à tout faire, une carte d'affaires. Le policier se regarde et dit non. Ça se peut pas. Mais ça se peut pas ce que tu me racontes. Ça se pouvait, Rémi. C'était lui. Arrête. Ils sont allés à l'adresse. Le gars était là, puis en plus, il se trouvait avec un autre gars recherché à Montréal pour plein de vols de banque. Ça s'invente pas, tu sais. Récemment, j'ai écrit un truc sur, on peut le dire, à Val-d'Or, tu sais, l'analingus de Val-d'Or. Oui. C'est moi, ça. C'est moi qui ai écrit ça. Donc, je rappelle aux gens, c'est un couple, j'imagine. En tout cas, c'est des gens qui s'aimaient beaucoup, non? Des gens, je pense qu'ils s'appréciaient peut-être beaucoup. se fréquenter. Oui. Donc, ils ont été surpris publiquement sur le bord d'un boulevard. Du boulevard le plus achalandé de Val-d'Or. Quand même, là. Et non des restaurants, un Canadian Tire, des commerces totaux, puis ils sont en bordure du boulevard. Puis il y a une photo qui existe. On l'a brouillé, évidemment, quand on l'a publié, mais le monsieur est en train de grignoter l'arrière-train de madame en public, comme ça, tu sais. Mon titre, je pense, c'était « Avez-vous été témoin de l'anulingus de Val-d'Or? » Ça a dû scorer dans les articles les plus cliqués de l'année. Mais c'est quelque chose, des fois, qui est un peu fâchant parce que il y a des fois où, tu sais, je mets du temps, puis des recherches, puis des appels, puis que j'ai pas le temps d'écrire ça en une journée. Tu mets des jours à réunir l'info, puis de présenter un texte complet qui peut changer des choses. Puis il va être lu, mais correct, là. Et l'anulingus de Val-d'Or, mon vieux. Mais c'est ça, on en parle depuis tantôt. C'est que les gens, je pense, non seulement ils aiment ça, ces nouvelles-là, mais je pense qu'ils en ont peut-être de besoin. On n'en avait pas encore parlé là, de ça, mais ça me vient aussi. Puis je suis sûr que tu y as déjà pensé. Là, les gens ont besoin de ça. Le monde est pesant. Tu sais, c'est lourd, la vie. Là. Il y a la vie, il y a notre vie. Toi, tu as des enfants, tu as une blonde. Ça, c'est la vie. Puis là, en plus de ça, tu as ta job. Fait que, tu sais, toi, tu arrives avec des nouvelles. T'appelles ça des nouvelles insolites. Là, tu venais à la radio, tu m'en parlais souvent. Puis c'est ça qui nous donnait tous le goût de sourire. Puis qui nous donnait, puis même si des fois, au cœur de ça, il y a quand même des choses qui sont malheureuses. Tu sais, on pense par exemple à ce vol de banque-là. Il y a plein de gens qui ont été traumatisés par ça. Mais quand même, tu dis, c'est drôle là, comme histoire. Évidemment, tu peux pas écrire un article comme ça s'il y a des morts ou des blessés graves ou du monde traumatisé. Mais tu sais, je te disais tantôt sur Facebook, on trouve... des fois, c'est des petites mines d'or d'informations. À un moment donné, c'est juste un policier qui m'envoie un lien vers un profil Facebook. Je clique sur le profil Facebook. C'est une fille qui partage des images d'une caméra de surveillance. Elle dit « Hey, si vous le voyez, il est recherché. » Puis ça. Là, je regarde les images des caméras de surveillance. C'est un gars, je pense dans le comté de Bellechasse, ou limite la Beauce, qui s'est introduit dans une ferme laitière. Et qui est monté sur une balle
Une botte de foin. Une botte de foin, oui. Pour donner de l'amour à la vache. Ah bon, et les culottes baissées, puis en ouais, puis le gars est allé faire l'amour à une vache en pleine nuit. Tu sais, il n'y a personne de blessé là-dedans. La vache, peut-être. Mais dans son orgueil, au moins. Mais tu sais, fait ça donne des textes, tu sais, ça donne un texte magique, là. Ah oui. Et, regarde. Mais ça, je te le dis, Max, tu l'acceptes peut-être pas, mais ça a une importance. Ça a une importance dans la vie des gens. Tu sais, ça nous prouve aussi qu'il y a toujours plus loser que nous. Non, mais c'est vrai, parce que des fois, on est comme, gars, ça va donc bien mal, mes affaires. Il y a quand même un gars qui est allé fourrer une vache. Il y a quand même un gars qui a fait un hold-up et il a écrit sur sa propre carte d'affaires ses indications. Ouais. Je voulais qu'on parle de trucs aussi plus sérieux que tu as couverts. Puis moi, je me rappelle, je pense qu'il y a 2 étés, il y a eu une vague de féminicides au Québec. C'est pas compliqué, on dirait qu'il en arrivait un par semaine. Puis toi, tu t'en rappelles parce que tu couvrais. Mm-hmm. Toi, tu as vécu ça sur le spot. Là. Ça veut dire que tu as été parmi les premiers, même des fois, à intervenir, enfin, à arriver sur les lieux. Mm-hmm. Ça, j'imagine que pour un père, pour un conjoint, pour un gars qui, je dois le dire aussi, quand tu arrives au studio, tes meilleurs amis, c'est toutes les filles de l'équipe. Là, fait que tu es un gars quand même proche des filles. J'imagine que ça a été difficile pour toi de vivre ça. Oui, tu sais, puis quand tu es journaliste, évidemment, tu écris un texte le plus neutre possible, puis tu t'en tiens aux faits. Mais moi, je te dirais, c'est peut-être une des seules choses où le jupon dépasse un peu. Moi, la violence conjugale, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, dans le sens... le premier meurtre de ma carrière, de toute ma carrière de journaliste, je m'en souviens encore comme si c'était hier. C'était passé à Waterloo, je pense 2007, si je ne me trompe pas. Une fille, le même pattern de ce qu'on voit là, ces derniers temps. Une fille qui laisse son chum qui n'accepte pas la rupture. Le gars consomme pendant la nuit, prend de la coke et aux petites heures du matin, s'introduit chez la fille. La fille voit son ex arriver, saute par la fenêtre de sa maison, tombe en bas, le gars sort, il la ramasse. Puis il l'a battu à coups de poing puis il est allé la noyer dans un marais. Ça a été le premier meurtre que j'ai couvert. Puis tu sais, j'ai suivi le procès, puis l'enquêteur qui était venu raconter que quand il est rentré dans la maison, il y avait des traces de lutte et tout ça, puis il a pris le téléphone. Puis il a fait recomposer, redial. Puis qu'est-ce qui s'affichait? C'était 9-1. C'est un téléphone tout cassé. Oh. Fait qu'on s'imagine qu'est-ce qui s'est passé. La fille en panique qui essaie de faire le 9-1, elle fait 9-1, il arrache le téléphone, casse le téléphone. C'est troublant, ça. Puis, tu le disais, tu sais, 2021-2022 ont été des années particulièrement sombres sur le plan des féminicides. Puis j'ai 2 noms pour toi. Gisèle Etal-Bétondi et Viergemène Toussaint. 2 femmes qui étaient victimes de violences conjugales. 2 femmes qui ont rompu avec leur conjoint. 2 femmes qui ont fait exactement ce qu'on dit aux femmes victimes de violences de faire. Sortez de ce milieu, de cette relation toxique-là. Portez plainte, dénoncez. Les 2 femmes ont fait exactement ce qu'on leur disait de faire. Et les 2 femmes ont été tuées aux mains de leur ex-conjoint violent. Et dans les 2 cas, les gars ont été arrêtés, que ce soit pour voie de fait ou agression armée, peu importe. Les 2 gars ont d'abord été arrêtés, ont comparu et ont été remis en liberté. Et dans le cas de Gisèle Etal-Bétondi, le gars est arrêté, remis en liberté, et Gisèle Etal-Bétondi, elle savait que sa vie était en danger parce que souvent, ces ex-là leur disent très directement « Je vais te tuer, je vais te trouver et je vais te tuer ». Gisèle Etal-Bétondi, elle s'est sauvée. Elle avait 3 enfants. Elle a trouvé refuge chez une amie, elle s'est trouvé un logement à la Salle. Et lui, il l'a cherché, il l'a traqué, il l'a trouvé et il l'a poignardé à mort devant ses 3 enfants. Ce gars-là, aujourd'hui, a été condamné à la prison à vie, est arrêté. Mais ce crime-là, ce meurtre-là, aurait pu être prévenu. Bien sûr que oui. Puis
Tu sais, on parlait tantôt que je fais des chroniques à Cube. Je reviens souvent avec ces trucs de violence conjugale-là parce que moi, je ne trouve pas ça normal qu'une femme qui porte plainte contre un gars violent doit toujours sortir de chez elle par la suite en regardant au-dessus de son épaule, en sachant jamais si c'est sa dernière journée sur Terre, parce que son ex est sorti et a été libéré sous condition. Mais évidemment, il y a des ex qui vont être accusés pour violence conjugale, qui vont respecter les conditions. Mais si sont vraiment fâchés, tu sais, il y a des gars, ces gars-là, c'est des gens narcissiques qui veulent avoir le contrôle sur leur ex parce que c'est leur propriété, elle leur appartient, et elles n'ont pas le droit d'être heureuses avec un autre. Ces gars-là, ils n'en ont-tu rien à battre des conditions? S'ils veulent passer à l'acte, puis s'ils veulent la faire souffrir, ils vont le faire. Ben oui, puis des conditions. Tu sais, les conditions, c'est ne t'approche pas de ton ex, mais je veux dire, ça, c'est. Il n'y a pas de. Enfin, t'es pas empêché de le faire, c'est la bonne foi du gars, là. Tout repose là-dessus, là. Quelques mois à Delson, elle s'appelle Gwanmei Ye, je crois. C'est une immigrante de la Chine, elle est arrivée ici, une fille super brillante qui est analyste de données chez Morgan Stanley. Elle laisse son chum, elle porte plainte contre lui pour menace de mort parce qu'il avait dit qu'elle allait la tuer. Le gars est remis en liberté avec comme condition de ne pas s'approcher à moins de 100 mètres ou 500 mètres, quelque chose comme ça, de son ex. À un moment donné, il fait plusieurs jours qu'elle ne donne pas de nouvelles. Les policiers vont chez elle et ils découvrent... En fait, le suspect est encore là avec le corps de son ex. C'est des crimes qui peuvent être évités. Puis c'est pas normal que ces gars-là soient remis en liberté et que c'est la victime qui doit vivre dans la peur quotidiennement. Vraiment. Tu sais, on a la technologie, là, les bracelets électroniques, même si c'est pas parfait, parce qu'on a vu des exemples des gars qui ont réussi à enlever leur bracelet, qui ont coupé leur bracelet, puis tu sais, il y en a même eu une, elle était chez elle, à un moment donné, son ex est là. Finalement, ça s'est relativement bien terminé, mais le gars avait coupé son bracelet. Sauf que on a la technologie. Ça devrait être systématique. Du moment que tu es accusé en matière de violence conjugale, tu veux le remettre en liberté, ben, tu vas sortir avec un bracelet. Pour permettre au moins, pour donner une certaine quiétude à la victime. Tout à fait. Moi, il y a une histoire que je vais te raconter, parce que je ne l'ai jamais racontée à personne, puis on parle de féminicide. J'ai travaillé dans un bar pendant des années, le Thursdays sur Crescent, puis j'avais un collègue, un gars qui a été engagé là, 1 an ou 2 après que j'ai commencé à travailler là, qui était serveur, puis il a commencé à fréquenter une serveuse. Et moi, je sortais les poubelles tous les soirs. J'étais boss boy, donc je sortais les poubelles dans la ruelle. Et lui, il venait fumer une cigarette dehors. Puis un soir, il était bien en colère. T'sais, il sacrait, puis je dis, ça va-tu? T'es-tu correct? Il me dit, la fille que j'ai commencé à voir, là, elle va voir des gars à d'autres tables, puis elle prend des shooters avec. Puis je dis, oui, c'est une serveuse. Donc, moi, en plus, ça faisait mon affaire parce qu'elle montait les billes plus, puis moi, je faisais une cote sur les billes. Fait que je disais, pourquoi tu voudrais l'empêcher de faire de l'argent? Puis il dit, non, je te dis, elle fait ça pour. Puis là, je sentais dans ce gars-là une violence que j'avais jamais vraiment vue chez d'autres gars. T'sais, il se retenait, là, il passait pas à l'acte, mais il bouillonnait. Des années plus tard, je suis à l'UQAM dans un séminaire de doctorat et je m'emmerde. Et j'ai mon ordinateur devant moi et je me dis, je vais aller sur le site de TVA Nouvelles, Journal de Montréal, pour voir ce qui se passe. Et je vois qu'il y a un féminicide qui a été commis. Je clique sur l'article pour me rendre compte que ce gars-là, David Tota, a tué sa copine, qui n'était pas la fille du bar, mais c'est lui qui a tué la fille. Tu sais, quand ça arrive des histoires de même, je ne veux pas que les gars se sentent coupables, les gars au Québec au grand complet, mais quand vous entendez des gars parler très fort de leur blonde, fort, je parle d'un langage qui est comme un ton qui est violent, tout ça, il faut peut-être être attentif un peu, parce que moi, ce gars-là, je pense pas que j'aurais pu faire quoi que ce soit. Il y a un 10 ans entre les deux, puis j'ai jamais vraiment parlé plus que ça, mais j'y pense beaucoup. Je pense à ce gars-là, je pense à la fille qui s'est faite tuer à coups de couteau et cachée dans un matelas qui a réussi à tourner. C'est un meurtre que j'ai couvert. C'est un meurtre que tu as couvert. Regarde, c'est fou, raide. Puis tu en as couvert
Plusieurs. Ah, ben oui. Plusieurs. Puis tu sais, la violence, c'est toujours... tu sais, je dis pas qu'un coup de fusil, c'est moins violent qu'un couteau, mais on le sent quand c'est au couteau que, tu sais, il y a une quelque rage. chose de personnel. Ah ouais, vraiment. Quelque chose de personnel. Puis, tu sais, moi, je pense toujours, quand j'écris ce genre... Ben, en fait, de façon générale, quand j'écris les textes, j'essaie... Ça va sonner bizarre, là, mais j'essaie souvent de vivre le texte. J'essaie de me mettre, par exemple, dans la peau de la fille, tu sais, la détresse qu'elle a pu ressentir, puis j'essaie de transmettre ça au lecteur par le biais de ce que j'écris. Mais j'aimerais ça, tu sais, te dire une solution. On a parlé des bracelets électroniques. C'est sûr, tu sais. Mais je pense aussi que les femmes... Ben d'abord, il devrait y avoir des peines, je pense, exemplaires pour envoyer un message à ces gars violents-là que non, on ne peut pas piocher sur une fille. Tu ne peux pas faire ça. D'un autre côté, les femmes, ça arrive quand même fréquemment que des femmes portent plainte et qu'elles vont retirer la plainte. Mais là, je pense qu'il y a eu des changements. Là, je ne veux pas m'avancer trop, mais je sais que... Ah, non, je ne veux pas embarquer là-dedans, je t'en parlerai. Non, mais écoute, dans ce cas-là, on va changer de sujet parce qu'il y a un truc tantôt que j'aurais dû aborder avec toi. Moi, Maxime Delan, je l'ai connu à Cube, mais il y a une photo que tu m'as envoyée parce qu'on s'est texté. Je t'ai dit, je veux que tu viennes, tout ça. Puis tu m'as envoyé une photo. Je me suis dit, c'est quoi la photo? Ouais, ça vient. Non, ça s'en vient. Non, parce que la photo viens à mon podcast, tu m'as envoyé une photo. Non, mais la photo que tu m'as envoyée avec la balle de fusil qui a traversé la fenêtre du parrain, enfin, qui était le parrain retraité. Là, c'était le père de Vito, Nicolo Rizzuto. Moi, je me rappelle cette photo-là, tout le monde l'a vue à Montréal. C'est toi qui as pris cette photo-là. Ouais. Donc, je le rappelle quand même pour les gens. On a Nicolo Rizzuto qui est dans la 80aine, probablement, peut-être 86, je crois. On est en quelle année? 2010. 2010. Le meurtre a lieu mais tu sais, quand le World Trade Center, tu te souviens, t'étais où? Ouais. L'assassinat de Nicolo Rizzuto, je me souviens exactement j'étais où. J'étais sur le pont Champlain, je retournais à la maison. Le 10 novembre 2010, il y a un tireur, je pense que c'est un sniper, là, mais qui est embusqué sur un terrain voisin. Qui, dans le fond, où est-ce qu'il est positionné? Il est à travers un headset et il a vu sur la véranda ou le solarium, appelons ça comme ça, de Nicolo Rizzuto. Il y a une balle qui est tirée, qui atteint Nicolo Rizzuto en pleine tête. Il s'effondre, si je ne me trompe pas. Il y a sa conjointe qui est sur place et sa fille également. Et à l'époque, c'est un nombre de choc parce que on vient un peu de transgresser une loi non écrite qui dit que tu ne vas pas tuer un mafieux devant sa famille. Donc, moi, le lendemain matin, je dis, hey, je vais aller sur la scène de crime, voir. Puis je me rends sur place, puis les policiers sont encore là, sur la rue Antoine Berthelet, dans Annecy. Et je me dis, hey, je vais essayer d'aller, moi, en arrière, voir s'il n'y a pas quelque chose. Et il y a le maître chien qui est là. Puis je me stationne sur le boulevard Gouin, puis le policier, il dit dans son mégaphone, il dit, enlève-toi de là! Enlève-toi, tu peux pas te parker là! Fait que là, je vais me stationner ailleurs, puis je vais voir le policier, puis il me dit, hey, anyway, on s'en va dans pas long, là, attends 2 minutes. Vraiment, ils s'en vont. Et je vois devant moi l'endroit où on pense que le tireur était. Je me suis juste approché là, puis j'ai ouvert la headset. Là, je vois le trou de balle dans la fenêtre du solarium. Là, j'ai pris la photo, une photo qui... cette photo-là qui m'a un peu fait connaître, parce que moi, j'ai aucune formation de photographe. Aucune. J'ai appris sur le tas. En 2010 à peu près, mon boss à l'époque m'avait donné 2 appareils photo. Il m'avait dit, tiens, amuse-toi. Arrange-toi. Tu fais les photos maintenant. Ah, OK. Fait que ça a été comme... Je me suis toujours senti comme un imposteur dans le milieu des photographes, mais c'est comme la photo qui m'a un petit peu fait connaître ou me donner un peu de crédibilité. Et je pense que c'est ma photo à ce jour avec peut-être ce qui s'était passé le soir du Métropolis qui ont marqué un peu l'imaginaire québécois. Mais cette photo-là, la photo du trou de balle, ce qui la rend unique, c'est justement ça, c'est qu'elle est unique. Il n'y a personne d'autre qui l'a. Puis je pense aussi que c'est parce qu'il y a comme une grâce dans cette photo-là. Tu sais, il y a du monde qui se font tuer en pleine rue, il y a du monde qui se font tuer à coups de couteau. On vient de parler de femmes victimes de féminicide. Mais là, c'est un mafieux
qu'on devine être en train de lire ou d'écouter la radio ou d'être posé, un petit trou de balle, un coup. Puis d'ailleurs, à ma connaissance, puis peut-être à la tienne, ils n'ont jamais retrouvé la personne qui a fait ça. Non, mais il me semble qu'il y a des rumeurs que lui a été par la suite assassiné, mais effectivement... Ouais, c'est ça. Il l'aurait trouvé puis il s'en serait occupé. Mais tu sais, la version officielle, c'est qu'ils n'ont pas trouvé ce gars-là. Non. Fait que c'est comme la job parfaite. Puis la photo, il y a juste quelque chose de gracieux là-dedans. Ouais, il n'y a pas d'éclat, il n'y a pas de flafla. Puis le soleil placé comme au bon endroit. T'sais, on parle juste du côté artistique, là, évidemment. Il y a quand même un être humain qui est mort. Tout à fait. Mais côté artistique, c'était comme la photo parfaite. La photo parlait d'elle-même. Puis je trouvais ça spécial d'avoir été le seul à prendre cette photo-là, considérant que j'étais une rookie comme photographe à l'époque et que ça avait été couvert par... Il y avait des médias nationaux, il y avait le National Post, puis Name It, là, qui était là. Il y en a eu des médias là, qui étaient venus, je ne sais pas si tu te souviens, le commandant des crimes majeurs était venu sur place, puis le nombre de micros... Mais c'était gros, là. Oui, mais c'était gros. Les résultats, c'est connu. Vito était à Denver, là, je pense, en prison. À Florence pour meurtre de... C'est un triple Florence, meurtre? C'est le nom de la prison au Colorado, c'est ça? Ouais. Il était emprisonné. Puis pendant son emprisonnement, son fils avait été tué, Nicolo. Nick Rizzuto a été tué en 2009, si je ne me trompe pas, un an avant son père. Donc, quand Vito est sorti, il a fallu, en tout cas, il voulait venger à la fois son fils et son père. Oui. Ça s'invente pas, là. T'aurais voulu écrire un film sur la mafia, que ça aurait été ça, l'histoire, tu sais. Puis au sein de la mafia, on dit des fois la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Froid, oui. Il y a eu des règlements de compte nombreuses années plus tard. Mais encore là, moi, je ne suis pas un spécialiste de la mafia. Je ne suis pas un spécialiste des Hells Angels. Je ne suis pas un spécialiste du crime organisé. Sauf que je te disais tantôt, je ne suis pas pire dans tout. Puis, j'utilise ça à mon avantage dans le sens où il y a certains journalistes qui vont écrire des articles sur des mafieux, des meurtres de mafieux ou des trucs qui se passent au sein de la mafia. Puis là, tu lis le texte, putain, c'est comme lui était un proche d'un tel qui, rappelons-le, était assassiné à tel endroit 2 jours après l'assassinat de son lieutenant. Là, tu t'y retrouves plus. Moi, une des qualités que j'ai, c'est que j'écris simplement. Des phrases courtes, des phrases simples, puis j'utilise jamais un mot que moi-même je comprends pas. Puis tu sais, je le dis de façon imagée, mais je me considère un peu épais comme gars. Je le dis pas de façon péjorative, mais je suis pas le gars le plus intelligent, alors j'écris pour du monde comme moi. Okay. J'écris pas pour la haute, j'écris pour le monde normal. Je veux que les gens lisent mes textes, trouvent ça intéressant, trouvent ça simple à comprendre, puis je veux rendre ça facile pour les lecteurs. Ben, c'est tout à fait noble. Puis, tu sais, je veux dire, dans le fond, tu t'adresses au commun des mortels, qui c'est le gars de la taverne comme c'est le gars de l'épicerie comme c'est le gars... Madame Gary Epi qui habite sur Papineau. Ben, elle est fun, elle, cette femme-là. Tu as parlé du Métropolis. Ouais. Ça aussi, c'est un événement. Ça aussi, tu parlais tantôt du 11 septembre, de l'assassinat de Nicolo Rizzuto. On sait on était où. Moi, je me rappelle, j'étais où. Toi, tu étais là-bas. Ouais. J'étais à l'intérieur du Métropolis. T'étais là. Attends, donc là, tu étais là ce soir-là pour couvrir juste la victoire de Pauline Marois? Je t'expliquais tantôt que des fois, il m'envoyait, la job m'envoyait uniquement pour prendre des photos, mais j'ai fait 2 campagnes électorales, 2 ou 3, 2. La première, c'était quand il y avait les carrés rouges et tout ça. Ouais. On pensait que pour Jean Charest, ça allait peut-être brasser durant sa campagne. Fait qu'on a dit, on va envoyer le gars qui aime ça quand ça brasse. Fait qu'on m'a envoyé sur l'autobus pour suivre Jean Charest pendant la campagne. Et si je me trompe pas, c'est... Là, je me mélange là, dans les dates, mais tout ça pour dire, j'avais suivi Pauline Marois durant la campagne. C'est la même élection, ça. C'est la même campagne, ça. C'est ça, j'ai fait la suivante. Avec Philippe Couillard. Fait que je commence avec les libéraux, puis on voit que c'est assez tranquille. Fait qu'à mi-campagne, on m'envoie avec le PQ. Et le soir du Métropolis, donc moi, j'avais été là pendant toute la campagne. Je me retrouve au Métropolis, puis là, tu vas comprendre, c'est là que mon minding de faits divers m'a servi. Parce que Pauline Marois, c'est un moment historique. C'est la première femme nommée, élue première ministre de l'histoire du Québec.
est en train de prononcer son discours de victoire. Et là, moi, j'étais en train d'envoyer des photos au bureau à partir même de mon appareil photo. Et là, j'entends des bruits de pas sur la scène. Je me lève les yeux et là, je vois d'un côté comme son homme à tout faire qui essaie de la tirer d'un côté, les gardes du corps qui essaient de la tirer de l'autre côté. Et là, tout de suite, moi, le réflexe que j'ai eu, on l'enlève de scène, il y a un tireur dans la place. Puis mon réflexe, ça a été juste de me retourner comme ça, parce qu'ils ont allumé les lumières. Ah oui. Me retourner, puis j'essayais de trouver le tireur. Et c'est en faisant ça que mon regard croise ceux de Philippe Bonneville, qui est journaliste au 98.5, et il me fait signe une arme à feu dehors. Moi, dans ma tête, ça vient de tirer à l'extérieur. Et à ce moment-là, je vois un garde du corps sortir à l'extérieur du Métropolis en dégainant son arme à feu. J'enlève ma lentille. J'avais une grosse lentille sur mon appareil photo. Je mets une plus petite lentille. Je m'en vais à l'extérieur. Et là, je viens pour sortir et il y a un employé du Métropolis qui est devant la porte. Puis il me dit « Non, tu sors pas. » J'ai dit « Ah ouais? » Je prends la porte d'à côté, je sors dehors. Et je me souviens, il pleut un peu. Ouais. Et j'ai sauté toutes les marches de l'escalier d'un coup. Je tombe sur le trottoir, si tu veux. Et là, il y a un garde du corps de Pauline Marois qui arrive et qui me pointe son arme dessus. Puis j'ai dit, c'est juste moi. Et par chance, moi qui aime les faits divers, j'aime les policiers aussi, j'avais passé toutes les 2 dernières semaines de la campagne électorale très proche des gardes du corps. Je lui parlais tout le temps pour on échangeait. Fait qu'il m'a reconnu. Sauf que j'aurais pu me faire tirer parce vraiment. Que ce policier-là, il est à la recherche d'une menace. Parce que ce qu'on va savoir plus tard, c'est qu'il y a un gars qui s'est fait tirer à l'extérieur. Et lui, Richard Henry Bain, il n'est pas encore arrêté à ce moment-là. Il est caché quelque part autour du Métropolis. Et moi, je saute comme ça, j'arrive dans la rue, j'arrive dans son champ de vision et je pointe quelque chose de noir vers lui, qui est mon appareil photo. En plus, vous vous ressemblez, là, physiquement. Lui, il avait une robe de chambre ce soir-là. Ouais, c'est ça. Et là, je me mets comme à... Tu sais, des fois, on dit, il y en a qui ont une vision tunnel. Moi, j'ai comme eu une écoute tunnel. J'entendais tout ce qui se passait, puis j'entendais des policiers dire « On a un blessé par balle ici! Le tireur, il est où? On le sait pas, on le cherche! » Alors moi, je suis dans la rue, derrière le Métropolis. Je vois qu'il y a un incendie qui est allumé dans la porte donnant accès comme aux loges. Et t'as le tireur qui est en liberté. Il va-tu tirer encore ou quoi? Puis là, à un moment donné, j'entends les policiers dire « On l'a, il est ici! On l'a! » Là, moi, je me mets à courir. Et je le prends en photo. Il n'est pas menotté à ce moment-là. Il a le visage contre l'asphalte. Il a sa cagoule, sa robe de chambre, un accoutrement. Cette photo-là, on l'a vu beaucoup, là, il me semble. Oui. Et c'est par la suite, parce que là, moi, les policiers, ils me poussaient « Va-t'en d'ici! Va-t'en d'ici! » Et j'ai pas eu le choix de retourner à l'intérieur du Métropolis, mais c'est après coup que Richard Henry Bain, il est menotté, il marche vers la voiture de police et il dit « Les Anglais se réveillent! » En fait, il dit, parce que c'est ça qu'on s'est texté, il dit les Anglais sont réveillés parce qu'il parle très mal français, mais ce qu'il veut dire effectivement, c'est les Anglais se réveillent, ce qui donne du muscle à l'argument selon lequel c'était politique. Mais c'est pas je m'en vais tirer quelqu'un puis ça donne que c'est elle. Non. Mais ce soir-là, il avait tiré le technicien de scène Denis Blanchette, si ma mémoire est bonne, et Dave Courage. Il avait tiré Dave Courage, tu sais, qui est encore hypothéqué aujourd'hui de cet événement-là, mais je ne sais pas si les gens savent ça, mais l'événement le soir du Métropolis, ça aurait pu être beaucoup plus grave que ça s'il n'y avait pas plu. Parce que initialement, Pauline Marois devait marcher du TNM, si ma mémoire est bonne, l'endroit où elle regardait la soirée électorale. Elle devait marcher du TNM jusqu'au Métropolis et serrer des mains, avoir un bain de foule. Oh. Et le plan initial de Richard Henry Bain, c'était de s'attaquer à Pauline Marois alors qu'elle était à l'extérieur. Et parce qu'il pleuvait, ce soir-là, le bain de foule, la marche de Pauline Marois a été annulée. On l'a juste amené en véhicule jusqu'au Métropolis. Fait que par chance, il n'y a plus ce soir-là parce qu'on aurait pu avoir quelque chose de très, très, très dramatique. Quand tu dis là, que tu as le réflexe de sortir, tu arrives devant l'agent de la sécurité du Métropolis qui te dit « Tu passes pas, tu passes pareil ». Tu fonces vers la scène, il y a un policier qui te pointe un fusil. Tu dis non, c'est juste moi. Puis il dit va-t'en, tu t'approches. Lui, il m'a pas dit va-t'en, par exemple, parce qu'à ce moment-là, il essaie de trouver Bain, là, mais... Mais ce que je veux dire, c'est que
il y a quand même un processus que tu me décris où tu défies pas juste l'autorité, mais tu défies même les lois naturelles de la survie. Parce qu'un humain normal n'est pas attiré par le danger. Il est intrigué par le danger, mais quand ça chauffe, il enlève sa main. Toi, il y a quelque chose que tu fais ce soir-là, que tu vas refaire quelques années plus tard lorsqu'il va y avoir des manifestations étudiantes, puis que tu vas juste comme aller directement là où ça se donne des claques à la face, puis tu vas en manger une. Tu veux savoir le nombre de fois que je me suis fait gazer? Non, mais je pense que tu vois arriver ma question, est-ce que tu es faite bizarrement comme être humain, ou c'est juste c'est ton travail puis tu veux bien faire ton travail, ou c'est pas un peu des deux? Un petit peu de A, un petit peu de B, mais puis je sais pas si c'est normal. Moi, j'ai jamais eu peur, c'est la job. Tu sais, récemment, il y a une couple d'années, puis c'est encore devant les tribunaux, parce que j'avais porté plainte contre le gars. Dans une manif d'anti-vax, il y a un gars qui... il y avait quelque chose dans son œil qui disait qu'il avait l'air tannant. Puis il est venu me voir et me dit, tu sais, décalisse d'ici, la tapette. Puis ben non. Il dit, tu décalisses, il va te le péter ton Kodak. Puis il dit, il m'a te poignardé, il m'a te percé. Puis il dit qu'il a déjà fait du temps en prison pour ça. Puis j'ai dit, t'attends quoi? J'ai gamblé un peu, là. Tu sais, j'ai bluffé. T'attends quoi? Puis tu sais, des fois, ça, c'est ma façon de répondre. Tu sais, une attitude des fois un peu frondeur, mais moi, plus l'adrénaline, tu sais, plus je me sens comme un peu en danger, plus j'aime ça. Ah, mais là, c'est parce que ta minute, là, moi, c'est sûr que je laisse pas ce bobo-là. Je vais le gratter, ce bobo-là. Là. Ce que tu viens de dire, c'est putain Maxime Delan, le journaliste. Là, c'est ta personne. Parce qu'un gars qui te dit « m'a te percé », t'as pas besoin de dire qu'est-ce que t'attends pour mieux faire ton travail. Non, c'est là, c'est autre chose. Là. C'est que moi, puis ma blonde te le dirait, j'aime pas bien ça, l'autorité. Puis c'est d'ailleurs pourquoi je travaille pas dans un bureau. J'aime pas bien me faire dire quoi faire. Puis, tu sais, c'est pas maladif, là. J'aime juste faire mes affaires. Puis je pense que je le fais quand même bien. Fait que c'est un peu la même affaire. Quand, tu sais, je respecte l'autorité, mais j'aime pas... Tu sais, mettons dans une manifestation, tu sais, on l'a vu en 2012, les manifs étudiantes, ou comme là, ça s'en vient, je sais pas à quel moment ça va être diffusé, cet épisode-là, mais c'est la manifestation anticapitaliste qui s'en vient le 1er mai. Tu sais, mettons, il y a des policiers avec bouclier, casque, bâton, qui me disent « tu passes pas, je passerai pas ». Sauf que quand tu sais, il y a des étudiants à l'UQAM qui avaient investi le pavillon de Sèvres. Je me rappelle très bien. Pendant que les médias étaient à l'extérieur, moi, j'étais en dedans. C'est-tu la fois où ils avaient fait un gros... La police avait dû faire un gros trou dans la vitre pour rentrer? Ça se peut, là, okay. Je suis pas certain. Mais ils sont en train de saccager un pavillon de l'UQAM. Je vais toujours bien y aller. Fait que j'étais allé en dedans, puis tu sais, je me souviens, il y avait 2 étudiants masqués qui étaient venus me voir et m'avaient dit « Tu décalisses. » Ben non. Tu décalisses ou on te sort. Puis tu sais, quand je t'ai dit l'attitude frondeur, j'avais dit « Vous me sortez pas juste vous deux, là. » Ah, c'est bon, ça. Vous allez être plus. C'est ça, là. Tu sais, puis ça, c'est un jeu. Moi, je vois ça un peu comme un jeu parce que, hey, tu sais, dans des manifestations étudiantes ou dans les manifestations ces dernières années, moi, qu'un manifestant, moi, c'est correct. Tu manifestes, t'as ta cause, tu y crois. Bravo. Mais viens pas me dire quoi faire. Puis. C'est qu'ils n'ont pas d'autorité légitime sur toi. C'est pas des policiers. Ben, c'est qu'en partant. C'est du monde qui veulent t'intimider. Oui, puis en partant, je suis perdant. Tu sais, en partant, là, je suis le diable. Je suis québécois, je suis le diable. Mm-hmm. Je suis le diable incarné. Moi, je fais juste ma job. Tu sais, puis j'ai déjà expliqué ça. Il y avait un manifestant qui était un peu plus parlable. Il disait « Vous faites chier. Vous êtes tout le temps en train de prendre des vitres pétées, des affaires. Quand on met le feu à une poubelle, le feu de poubelle qui va être dans le journal. » J'ai dit « On va essayer quelque chose. Faites-vous juste des câlins. J'aurais pas le choix de prendre des photos des manifestants qui se font des câlins. La photo va être des manifestants qui se font des câlins. S'il n'y a pas de vitre pétée, il y aura pas. La photo n'existe pas. S'il n'y en a pas, tu comprends? Ouais, attends une minute, mais je vais les défendre un petit peu par contre. Vas-y.
eux, je suis sûr qu'ils pensent que vous ne prendriez pas en photo la manifestation de câlin. Ça ne serait pas un sujet. Moi, je te parle pour moi. OK. Je te parle pour moi. Mais moi, je trouve qu'il y a une nouvelle là. Mettons que la manifestation anticapitaliste, je sais pas, ça fait combien d'années, là? Cette année, mettons qu'il n'y a rien qui se passe, qu'ils le font dans le calme. Je trouve que ça mérite un article. OK. Alors que, année après année, ils pètent tout en ville. Cette année, tu sais, ils ont fait ça dans le bon ordre. Puis, ils n'ont pas dit aux policiers qu'ils allaient les tuer ou ils n'ont pas lancé de roche, les policiers. Faites-le. Fait que les journalistes, puis je comprends, les journalistes de faits divers là-dedans ne sont pas, c'est pas vrai, donc, qu'ils sont à la recherche de ce qui fait du bruit, de ce qui pue. Ils vont couvrir ils vont couvrir la manif si elle se passe bien. Ils vont couvrir la conférence de presse si elle se passe bien. Je peux pas parler pour tout le monde. Oui. Je peux pas parler pour tout le monde. Par contre, tu sais, je peux pas certifier qu'un article serait écrit si ça se passait bien. Moi, je te dis, moi, personnellement, je le ferais. Tu le ferais. Parce que, tu sais, j'ai couvert plusieurs manifestations anticapitalistes qui ont toujours dégénéré. Et là, si j'en couvre une qui ne dégénère pas, je serais le premier à écrire « Hey, pour la première fois des 15 dernières années, les manifestants, blablabla, on fait ça dans l'ordre, puis à grands coups de câlin. » Mais en revanche, tu sais, il y a un boss qui m'a déjà dit, tu sais, il y a une tempête de neige, il n'y a pas d'accident. Est-ce qu'on écrit un texte pour dire il n'y a pas eu d'accident? Oui, puis ça, c'est le bout que tu ne contrôles pas. Là. Je pense que c'est ça aussi que le manifestant devrait savoir. Là. L'être humain, on en parlait au début, là. On refait un tour de boucle. Là. L'être humain aime ça, ce genre de sujet-là. Puis c'est pas toi qui as décidé ça. Puis c'est pas parce que tu écris là-dessus que les gens aiment encore plus ça. Oui, parce qu'il y a des gens qui aiment ton travail, mais l'être humain, il se retourne pour regarder la marmotte qui a été écrasée sur le bord de l'autoroute. C'est un réflexe qu'on a, tu sais. Fait que toi, tu lui donnes ce qu'il veut. Ouais. C'est un peu ça que tu fais, là. Ouais. Puis tu parlais tantôt, puis je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, mais je veux que tu me répondes là-dessus. Puis c'est pas José Lito, là. OK, je fais pas dans l'intime, mais il y a quand même quelque chose qui me trotte dans la tête, puis ça m'intrigue, c'est toute la question de ta capacité ou de ton incapacité à mener une vie normale, tu sais, avec des enfants. C'est tout sauf normal. non, mais tu sais, t'as resserré la main d'un bandit, puis pas de n'importe quel bandit. T'as des appels à toutes les heures de la journée, puis c'est pas le gars du dépanneur parce que t'as oublié ta pinte de lait. Ça, c'est-tu une pression que ça te met sur tes épaules? Puis la réponse, ça va être oui. Donc, moi, je veux savoir jusqu'à quel point c'en est une, puis c'est quoi le coût à payer pour Maxime Delan de mener cette vie-là? Tu vois, tu sais, je pense que à mesure que les années passent, tu sais, ça ira pas en s'améliorant, malheureusement pour ma blonde ou mes enfants, parce que j'ai de plus en plus de contacts, j'ai de plus en plus d'informations qui rentrent. Puis il faut comprendre que je te parle d'un meurtre, mettons, d'un mafieux. Prenons ça comme exemple. Moi, j'ai des informations qui rentrent à journée longue, même la nuit. Ou par exemple, un policier qui vient de se faire tirer la nuit, c'est arrivé il y a quelques mois, le téléphone a sonné la nuit. « Hey, on a un gars qui vient de se faire tirer telle place. » J'ai pas le choix de le prendre. Puis je trouve ça... Tu sais, ma blonde a fait... est journaliste aussi, elle couvre le même genre de choses que moi. Mais je trouve ça des fois plate pour elle parce que, mettons, on est en train d'écouter la TV un soir. En plus, je n'écoute que des documentaires sur les crimes. Là. Je ne fais que ça. Histoire de te détendre. Mais des fois, on écoute un documentaire ou quoi, puis j'ai une sonnerie spéciale pour mes sources qui me donnent le plus d'infos. Quand ça sonne, c'est sûr, elle me suppose. Et là, si c'est un meurtre, là, oublie ça. Là, je fais semblant que j'écoute encore, mais je pitonne. Puis un moment, elle dit, je vais aller me coucher. Il y a des fois que ça me brise le cœur d'en parler. T'as mon petit gars qui est à l'école ou ma fille qui est à la garderie qui arrive avec un dessin puis qui me le montre au même moment où je viens d'avoir une information. Je suis pas toute là. Puis des fois, j'essaie de me dire, je devrais...
je devrais être plus avec eux. Tu sais, je le suis, là, je suis un père super présent, là, je fais jamais rien, là, je veux dire, je sors pas, mais je pense qu'ils ont besoin des fois plus de leur papa dans certains moments. C'est pas tout le temps, c'est pas facile de jongler avec ça c'est vrai. Puis, tu sais, il y a des collègues des fois qui disent à ma blonde, ton chum, il dort-tu des fois ou on essaye. Mais tu sais, en même temps, en tout cas, tes enfants surtout, parce que pour moi, c'est pas exactement la même chose, là, mais les enfants, quand ils vont comprendre ce que tu fais, puis que tu vas leur expliquer ce que tu viens de me dire, là, la scène du dessin, là, ils vont tellement être fiers de toi. Ils vont se dire, hey, mon père, c'est lui qui fait ça. Mon père, c'est un personnage de film. Il répond au téléphone la nuit, puis il part. C'est vrai. Mon grand, il va avoir 7 ans, lui. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Comme papa. Lui, il me le demande souvent. Lui, venez passer une journée au travail avec moi. Là. Ça fait son année. Sauf qu'en même temps, j'essaie d'expliquer à ma blonde. Il est venu une couple de fois. Par chance, je l'amène voir un petit accident, là, un accident de coin de rue où un char qui vire sur le côté. Et lui est bien impressionné. Mais je ne voudrais pas avoir à couvrir quelque chose de super dramatique. Fait que mais c'est ça ma vie. J'ai choisi d'avoir des enfants. Ma blonde est consciente de ce que je fais. On essaie de la dynamique familiale. J'essaie de rentrer ça sans ébranler. Je sais pas comment le dire. Sans perturber. Ouais. Sans perturber la vie familiale. Puis c'est plate parce qu'il y a des fois, quand il y a quelque chose de gros qui se passe à la job, je peux comme pas m'en empêcher. Mais non, je comprends. Mais en tout cas, merci d'être là. Merci de nous divertir, OK? Merci de nous informer. Puis merci aussi de nous alléger un peu la vie, de nous montrer des affaires des fois qui font comme, OK, il y a pire que moi dans ce monde. Oui. Merci, Maxime Delan. T'es fin, merci. Merci d'avoir été là. Écoutez, si vous aimez la série Le Balado, vous pouvez commenter, vous pouvez en parler avec les gens autour de vous. Moi, je crois encore aux bouche à oreille et vous pouvez surtout vous abonner. À très bientôt.